J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la première fois une dame. C'est Christelle Magarotto. Et puis la première question de but en blanc que je lui pose, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est que le féminisme? Alors pour moi, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes en particulier. Je ne suis pas dans celles qui vont aller revendiquer nos droits pour nos salaires égaux, etc. Pour moi, c'est vraiment sortir de la domination. Alors, dans ce cadre-là, je présente ce livre qui est donc de Christelle Magarotto, La fille du diable. Peut-être nous dire un petit mot de la couverture. Qui a réalisé la couverture? C'est moi. J'ai ce talent-là aussi de l'image, et comme l'idée c'était de faire le livre en entier, c'était l'occasion de tester aussi mes talents de graphiste, et puis il s'avère que ça a bien marché. D'accord. Alors, ce livre, je dois dire que c'est probablement le plus gore que j'ai jamais eu à lire. Je ne sais pas si je vais le recommander. Alors, il y a une très belle écriture. Maintenant, le contenu, si les gens veulent interrompre la vidéo à ce stade, je leur dis qu'ils sont tout à fait libres. Et je pense que vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, j'ai pris vraiment au hasard, il y a quelques temps que j'ai lu ça, mais pour mettre un peu le lecteur, l'auditeur dans le bain de ce dont il s'agit, je lis ici un tout petit passage. L'autre nuit a réveillé tous mes appétits, décidément. Jamais, avant, je ne me serais imaginé une seconde prostituée, mais soudain l'idée me semblait agréable. J'enfermerais le gamin dans un placard et ensuite place à l'érotisme. Des hommes de toute taille se perdraient dans mes bras, je les choisirais tout de même propres, mais ce serait mon seul critère. Ensuite, je les laisserais me surprendre. Avec eux, j'apprendrai tout du sexe et de ses secrets, et bientôt je pourrai offrir une chambre à mon fils dans l'appartement adjacent à mon atelier de luxure. Des pénis et des pénis, des gros et des petits, des qui se gaspillent trop vite, d'autres qui n'en finissent jamais. Je finirai par sélectionner mes réguliers, les plus généreux, les plus performants, et par écarter les autres du tableau. Je deviendrai la maîtresse pour qui on se saigne aux 80. L'un payerait mon loyer, l'autre les couches du bébé, etc. J'ai toujours eu l'âme d'une entrepreneuse et le chat me ramenait en effet un mulot, mort déjà de l'avoir torturé. Il n'en mangerait pas cette fois, tout était pour moi. Il attendit que je l'avale du museau à la croupe et la queue, ainsi que 3 autres dans la nuit. En 4e page de l'ouvrage, il est marqué que, je lis ici, la fin du monde a commencé, à moins que ce soit celle d'un monde seulement, le patriarcat. Est-ce que pour résumer vraiment grossièrement le livre, sans le spoiler, est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, c'est la métaphore de la mise à mort du patriarcat? Oui, clairement. Vous pouvez expliquer le contour un peu pour celui qui n'a pas eu encore dans ses mains ce texte? Alors, ça se passe dans un village de montagne où on a tous les travers qu'on peut imaginer chez l'homme montagnard, dans le cliché d'ailleurs, jusqu'à la zoophilie, ces histoires qu'on se raconte par ici. Et il n'y a que des hommes comme ça dans ce livre-là. Il n'y en a pas vraiment pour faire une nuance positive qui pourrait racheter tous les autres. Ce qui fait que, entouré de ces hommes-là, on comprend bien qu'au bout d'un moment, ça ne nous manquerait pas trop. Donc ce livre va jusqu'au bout et les dégomme tous. Et donc, effectivement, nous hommes, on en prend plein la tronche, à l'envers, à l'endroit et dans tous les sens dans ce roman. Mais qu'est-ce qui vous a, disons, donné l'envie ou le désir ou aussi l'idée d'aborder le monde du patriarcat sous cette forme très sexuelle et très violente? Ben, en fait, on m'a mis au défi d'écrire quelque chose de gore, et puis je ne me sentais pas du tout de le faire parce qu'il y a beaucoup de gratuité dans ce genre-là. Et moi, la gratuité me fait peur. Les violences en général, quand elles n'ont pas de sens, me blessent en fait. Et dans la littérature, justement, il faut que ça soit cathartique. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être suffisamment gore et à la fois un combat.
Et pour moi, la violence de certains hommes, qu'on parle de viol ou de passage à tabac, c'est gore. Donc c'était une occasion de le dénoncer. Ouais, alors là, vous avez peut-être anticipé une question que j'avais. C'était en fait, derrière un bon livre, il faut qu'il y ait non seulement une forme, une lettre, un style, disons, c'est également une intention. Et quelle est l'intention de l'écrivain dans ce livre-là, franchement? Parce que d'un certain côté, vous vous dites, c'est presque un jeu. Et je me suis dit, est-ce que j'étais capable d'aller dans ce jeu-là? Mais d'un autre côté, disons, pour que ça soit un livre qu'on puisse recommander, on dirait quelle est l'intention qu'il y a derrière le livre? L'intention, c'est justement de montrer une forme d'enfermement dans un système pour les femmes qui leur nuisent, qui les exploitent, et puis finalement qu'on peut s'en sortir, on peut les chasser, ces hommes-là. Alors peut-être pas comme dans la littérature, mais dans l'idée, oui, il faudrait les détruire et les chasser. Parce que l'homme moyen, on va dire l'homme moyen, si tant est qu'il existe, l'homme normal, si tant est qu'il existe, après, en lisant ce livre, il va se dire, c'est tellement exagéré, c'est tellement grossier dans l'exagération, dans le vocabulaire, dans la vulgarité, dans les comportements mentaux, que finalement, je me sens tellement éloigné. Donc j'ai envie de dire, est-ce que cette intention-là, elle n'est pas manquée? Non, 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 c'est le principe de la culture du viol, c'est-à-dire que une simple remarque sexiste peut amener une autre personne au viol. Et là, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y a des hommes bien et puis qui sont gentils et doux, mais il y a des petits comportements qui permettent à celui d'à côté de peut-être faire la petite remarque de plus, puis il va rigoler, puis le suivant, il mettra la main au cul, pardon, etc. Et on va aller dans une... Donc, est-ce que l'homme... Je pense que l'homme normal doit, face à un livre comme ça, doit pouvoir se dire que ça existe malgré tout, cet homme violent, et qu'il doit lutter avec nous. Voilà ce qu'un homme normal devrait se dire. Oui, alors là, oui, je dois dire qu'on se dit que pour aboutir même à ce fantasme, enfin, entre guillemets, enfin, à ce type de livre, on doit se dire que derrière, il y a eu tellement une accumulation, effectivement, de petits gestes et de grands actes criminels, etc., que finalement, peut-être nous autres mâles, on mérite de recevoir ça en pleine tronche. Mais je pense, et puis ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez lu, c'est qu'il montre aussi que les femmes, elles ont une part d'ombre. Cette femme qui s'imagine prostituée, bon pourquoi pas, mais elle imagine son enfant dans le placard, dans les séries télé, ça fait des bons serial killers. Je veux dire, le problème n'est pas... L'intérêt de montrer les extrêmes est cathartique, c'est pour nettoyer la société, pour nettoyer les idées aussi. Donc, je ne sais pas si on doit en être heurté ou interpellé plutôt. Ouais. Disons, c'est quand même un livre troublant, hein. Je dirais que c'est un livre troublant. Est-ce qu'on peut dire que ce bouquin, ce petit bouquin, c'est un peu, entre guillemets, un fils de MeToo? Moi, j'ai commencé MeToo avant, avec le Cube. C'est-à-dire que je suis partie en lutte toute seule dans mon coin, et après, il y a eu MeToo. Donc, oui et non. Dans ma logique à moi, non. Après, est-ce que le contexte permet que cette chose-là ait pu être lue? Sûrement, oui. Au niveau de la couverture médiatique, et j'ose le remontrer encore une fois, au niveau de la couverture médiatique, ça a été assez faible. Non, non, c'est intéressant. Ah, vous êtes contente alors? Oui, j'ai eu, pour l'heure, 5-6 critiques, c'est énorme, surtout qu'elles sont longues. En ayant sorti un livre toute seule en plus, j'aurais eu un éditeur, ça n'aurait pas forcément été mieux. Et alors, c'est quoi le contenu que je n'ai pas lu des critiques, la réception, comme vous l'avez reçu? Ce qu'il faut dire sur les critiques dans la presse, c'est qu'il n'y a plus de place pour la critique. Donc déjà, en général, si le journaliste le traite, c'est qu'il a un avis positif. Ou alors on est d'équerre et puis là on peut se faire plaisir. Mais les petits gens, ils ne vont pas les détruire. Et donc c'est des gens qui étaient plutôt enthousiastes, qui ont compris l'humour qu'il y a derrière.
Et puis, un humour gore. Gore, ouais. Et puis des femmes qui sont bien contentes que des fois on leur fasse un peu aussi la peau, quoi, parce qu'on nous l'a fait assez. Hein. Et puis, est-ce que dans votre vie personnelle, professionnelle, vous avez été confronté à ces actes, naturellement, je ne vais pas rentrer dans les actes décrits là, mais à des actes qui finalement vous ont amené à comprendre le monde masculin comme il est parachevé dans ce livre? Oui, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai toujours eu une vie difficile d'ailleurs, sûrement à cause de ça, ça pose toujours des questions. Mais ce qui m'a amené à me poser à avoir une vision féministe, c'est réellement l'écriture. J'ai toujours voulu écrire, un jour c'est venu, et je me suis rendu compte que ce que je racontais était féministe. Et ça a commencé à me donner une autre lecture du monde et des hommes et des femmes aussi. Mais c'est vraiment le fait de devenir écrivain qui m'a amené à ça. Avant, je crois que je comprenais juste rien. Récemment, parce que je ne la connaissais pas du tout, j'ai lu des pentes, notamment King Kong Theory. Et bon, j'ai envie de dire ce qui est absolument remarquable chez elle, c'est le fait que, indépendamment du langage que certains pourraient qualifier de cru, c'est qu'il y a une pensée presque derrière chaque phrase. Et c'est-à-dire qu'il y a une pensée féministe qui nous met, finalement, qui nous retourne totalement. Et je dois dire que j'ai une admiration pour sa pensée. Hein. Naturellement, j'aime aussi l'écriture, mais c'est pas l'écriture qui fait, c'est le... Et j'ai envie de vous dire que là, on est dans la forme du roman, naturellement. J'ai envie de vous dire, d'un côté, il y a la pensée, c'est-à-dire vraiment l'auteur raison, et ici la romancière fantasmante. Est-ce que c'est une comparaison qui vous plaît ou bien pas, ce rapprochement Avec des pentes? Oui. Des pentes, quand elle parle, moi j'ai l'impression que c'est ma copine. Elle dit les mêmes choses que mes copines en fait. D'accord. Mais j'ai une écriture plus propre qu'elle. Ah non, je parle pas au niveau écriture. Alors vraiment, c'est pas du tout au niveau écriture. C'est vraiment au niveau du coup de poing que vous voulez donner au mâle. C'est là que je fais le rapprochement. Parce que naturellement, vous avez l'écriture classique, hein, je dois dire, bien léchée. Hein, c'est pas du tout. On n'est pas dans la. Disons, ça n'a absolument rien à voir avec elle. Hein, c'est difficile à caractériser les styles de gens, mais vous êtes, on dirait, plus classique. Vous êtes d'accord, hein, à ce niveau. Non, moi je pensais vraiment au niveau du contenu et du coup de poing que le lecteur peut recevoir après la lecture des deux livres, qui sont dans des schémas tout à fait différents. Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr, l'intention c'est de faire réfléchir. Et vraiment. Donc quand on sort de ça, on doit dire mais pourquoi? Vraiment, mais pourquoi on en arrive là? Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à l'homme de mauvaise foi, hein? Ça, il faut bien que l'homme de mauvaise foi qui dit, mais écoutez, quand on lit La fille du diable de Christelle Magarotto, on se dit qu'elle aille se soigner, c'est pas nous qu'on doit être soigné. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de grossières remarques? Parce que vous ne pouvez pas les éviter non plus. Non, on ne peut pas les éviter. Et c'est intéressant quand les gens nous renvoient leur maladie. Et quand ils sont quand on parle d'une vraie misogynie, parce que ça arrive. J'étais au marché de Sion, où il y a un monsieur qui m'a expliqué gentiment que les féministes faisaient chier, on pouvait tous mourir. Bon. Carrément, avec ce vocabulaire. Très fin. Très fin. Alors j'ai souri parce que moi je ne l'agressais pas. Il aurait pu passer son chemin, il n'aurait pas remarqué mon livre, voilà. Ah, c'est face au livre. Oui. D'accord. Oui, il a vu le mot féministe, alors il s'est lâché, parce que c'est un vrai racisme. Mais bon, je sais pas, c'est des questions ce que vous dites de la mauvaise foi, c'est un problème d'intelligence à un moment donné. Est-ce qu'on peut... Il y a des gens, effectivement, il faut les enfermer, il faut les juger, les enfermer, et peut-être ensuite les soigner.
Mais est-ce qu'on peut faire comprendre à tout le monde? Alors ça c'est intéressant, alors, mettre la mauvaise foi du côté de la mésintelligence ou l'idiotie. Parce que nous, dans mon champ professionnel par exemple, j'aurais tendance à le mettre du côté des pervers très intelligents, la mauvaise foi. C'est-à-dire c'est l'utilisation, on va dire, procédurale ou matérielle de la mauvaise foi par quelqu'un d'intelligent. Et moi, c'est ce qui me, entre guillemets, qui me débecte le plus, parce que celui qui est en quelque sorte non éduqué, j'aurais tendance à lui pardonner sa mauvaise foi par ignorance, vous voyez. Mais quand on prend des agresseurs, ils ont tous la même logique, qu'ils soient intelligents ou pas. Ils vont coucher avec une femme, ils vont raconter que c'était génial, elle était consentante, la femme était en train d'hurler non et pleurer. Si c'est pas un manque d'empathie d'abord, mais aussi d'intelligence d'estimer la situation. Et je pense, ouais, plus le pervers est intelligent, plus il va être subtil dans son approche, etc. Mais le résultat est le même, il se défendra toujours de la même manière. Mais elle était d'accord, mais elle était contente. Oui, ça c'est la technique du pervers, du déni, voilà, qui est tellement, contre lequel c'est tellement difficile de lutter, notamment dans le droit pénal. Parce que en fait, on se pose aussi cette question. Quand on lit ce livre, on se dit, mais la femme qui a été vraiment agressée, mais quelle démarche extraordinairement difficile que d'aller, des fois devant des hommes, et même si c'est une autre femme, dire ce qui s'est passé. Et donc, elle se retranche dans ce silence qui engendre ensuite la honte, la culpabilité, etc. Enfin, je ne sais pas comment vous sentez l'approche de la femme qui a été violentée et qui se dit, peut-être que le droit, peut-être que l'institution, peut-être que la justice peut nous aider. Personnellement, ben, j'y ai pas eu droit parce qu'il y avait prescription. Le jour où j'ai eu du courage. Et donc... Alors, quand vous parlez de prescription, vous savez que maintenant, il y a des... J'ai encore reçu la semaine dernière un cas qui était prescrit, mais qui a eu une instruction. Je crois que c'est le premier procureur qui a mené l'instruction, quand même, et qui a un peu ébranlé, on va dire, le criminel. Parce que c'est un criminel, même si c'est prescrit. Vous êtes naturellement pour qu'on instruise, même dans le champ de la prescription juridique. Oui, je suis pour, mais ça, après, ça dépend du contexte, de qui est l'agresseur, est-ce qu'on a encore des contacts avec ou pas, etc. Parce que, en réalité, quand on sort de la prescription, on se remet en danger nous-mêmes. L'autre peut se retourner contre nous parce qu'il peut nous attaquer en diffamation. Là, il n'y a pas de prescription, en revanche, etc. Donc il faut avoir des moyens, il faut avoir un bon entourage. Pour arriver en justice, c'est un courage personnel, c'est le courage des gens autour, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, d'après vous, décide de choisir la voie de l'énonciation par la dénonciation, ou bien qui se retranche derrière son intimité et un secret qu'elle accepte de conserver? Qu'est-ce qui fait? C'est une bonne question, ça c'est tellement personnel. Je pense que la parole est une des voies de guérison possibles. Le garder en soi, ça me paraît impossible, parce que ça biaise absolument tous nos rapports aux idées et aux gens. Voilà, c'est deux choses. Donc on pourrait donner en tout cas ce conseil à celles qui se présenteraient dans cette situation, que si elles décident d'adopter le silence procédural, elles devraient en tous les cas pas adopter le silence. Elle doit avoir une approche peut-être par une psychanalyste ou une psychothérapeute ou quelqu'un, une psychologue qui l'écouterait et qui s'attendrait en tous les cas à réduire sa souffrance, sa culpabilité, sa honte. Le soin est un passage absolument obligé, qu'on aille en justice ou non. C'est sûrement le plus important. Si on veut parler de résilience, qui est à la mode, c'est obligatoire. Parce qu'il faut pouvoir aller gratter, prendre du recul, sortir en fait de l'effroi, de l'émotion, sortir justement du silence, le briser. C'est en disant à l'autre, au thérapeute, voilà, on m'a fait ça, j'ai honte, le thérapeute nous explique pourquoi et pourquoi on n'est pas responsable. Des fois c'est des confirmations d'ailleurs, etc. Je pense que le soin est plus important que la justice.
La justice vient après si on peut la supporter. C'est une machine assez incroyable. Moi, j'y suis pas allée, mais je vois des gens autour de moi qui y vont. Et quelle réflexion vous faites vous-même quand vous entendez ces gens vous parler de leur affrontement ou de leur rapport, leur relation avec l'appareil institutionnel? Je suis très admirative. De qui? De ces gens. Après, du système, ce qui est intéressant dans la justice, c'est qu'elle peut toujours s'améliorer. Il y a les jurisprudences, etc. Donc elle avance avec la société. On en parle plus, parce qu'il y a quelques années, les peines n'étaient pas appliquées. On condamnait les gens, mais ils n'allaient jamais en prison. Donc la société change. Voilà. Mais les gens qui vont en justice, c'est un courage incroyable. Parce que aller parler à la police, c'est presque se faire agresser. Il faut dire des détails, etc. Il faut revivre son traumatisme, etc. Ça, c'est la première étape. Après, il y a le procureur qui vient nous remettre en question. Ensuite, il y a quand même... si c'est un parfait étranger, le coupable, bon, à la limite, on n'a pas tellement de scrupules, mais si c'est un ami, quelqu'un de la famille, il y a la relation autour qui se pose. Il y a des gens qui seront dans un camp, dans un autre, etc. Quel courage, ouais. Là, vous avez parlé du mot empathie. Je vais être carrément provocateur, j'ai envie de dire là à ce moment, mais comment vous arrivez à comprendre le positionnement des hommes qui, à un moment donné, franchissent, on va dire, une ligne rouge, parce que je veux dire, il ne s'agit pas d'une ligne grise, une ligne absolument exécrable, qui va peut-être pas aussi loin que ce livre, mais l'esprit du livre, donc le viol dans tous ses degrés, par exemple, mais pas seulement. Qu'est-ce qui fait parce que nous sommes tous des humains, vous avez dit qu'il y avait le côté noir de la femme, qui apparaît un petit peu, il y a le côté noir de l'homme, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on a, d'après vous, d'après votre regard féminin, ou féministe, ou de femme, des hommes parce que la plupart des assaillants sont des hommes, hein, les agresseurs sont des hommes, il y a des cas dans le sens contraire, mais beaucoup plus rares. Comment vous expliquez avec votre expérience qu'il y a des gens qui sont tels que ceux que décrit dans votre livre? Pour reprendre l'histoire de l'humanité, je veux dire, ça fait quand même depuis que l'homme s'est installé, s'est montarisé, il a pris le pouvoir sur la femme qu'il a objectivé. Qu'il a objectivé, ça c'est un mot très important, hein. C'est vraiment l'homme qui prend le sujet femme comme objet. Voilà, et qu'il utilise à diverses fins, que ce soit sexuelle ou alors de se faire ramener ses pantoufles, etc. C'est la même démarche au final. Et pourquoi des hommes passent là-bas? Alors déjà, voilà, c'est ça. Ma question, c'est exactement celle-là. Ouais. Alors déjà, oui, il y a une zone grise, et c'est tout le problème du consentement. Quand c'est qu'on dit non, quand c'est qu'on dit oui, etc. Parce que il y a ces hommes qui disent, mais elle n'a pas dit non trop timidement, elle a dit oui, c'est une zone grise. Donc, je pense qu'on sera d'accord, nous deux, sur la chose que s'il y a une relation qui s'installe et qu'à un moment donné, à n'importe quel moment, dans une chambre d'hôtel, etc., on aurait un homme, une femme, enfin deux hommes, deux femmes, etc., libres, consentants, et qu'à n'importe quel moment de ce moment clos, l'un dit à l'autre non, le non, il l'emporte aussi. C'est pas parce que tout d'un coup on a décidé de rentrer dans une zone d'intimité qu'on ne peut plus dire non. Hein. Ça, c'est... Je suis d'accord avec vous. Dans la pratique, une femme qui a bu, qui se ferait violer, hein, il y a 30% des gens qui diront qu'elle l'a cherché alors qu'elle a bu. Ouais. Et le cas que vous prenez, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas pénaux qui sont exactement ceux-là, où tout d'un coup il y a une femme qui, paraît-il, aurait abusé de l'alcool et qui aurait dit oui, et dont des hommes, un ou plusieurs, en profiteraient. Puis après, on se dit on ne peut plus établir les faits. Mais même dans des cas comme ça, lorsqu'on a quelqu'un qui est en position de dire non, fût-elle légèrement ou sévèrement alcoolisé, son nom devrait avoir la même portée chez celui qui le reçoit, fût-il ou non alcoolisé d'ailleurs.
Oui, oui. Alors après, je crois qu'il y a quelque chose de la pulsion qui fait que les hommes, dans ces moments-là, quittent la raison et n'entendent plus rien. Et il y a quelque chose dans la société qui fait qu'ils croient avoir le droit de nous demander ça. Et ce qui ressort, en tout cas moi, ce que j'ai pu voir des agresseurs, c'est que pour eux, leur désir prime. Moi, j'étais d'accord, c'est la blague de Coluche, on l'a pas violé, nous on était d'accord. L'état d'esprit d'un violeur, c'est celui-là, moi j'étais d'accord. Et finalement, c'est pas... L'enjeu n'est pas la sexualité, c'est le pouvoir. Et quand on voit des femmes comme Ghislaine Maxwell, qui est une agresseuse de mineurs, elle était complètement dans des cercles de pouvoir. C'est toute une question de domination, c'est pas tellement une question de sexualité finalement. Donc moi je pense que si certains hommes passent la limite, c'est parce que ça leur envoie une image de puissance et qui est complètement illusoire. Oui, vous avez vu le reportage de Ghislaine Maxwell, Epstein, etc. Moi, ce qui m'a profondément marqué, j'ai envie de dire, c'est le début. C'est quand on voit ces deux jeunes filles, une, etc., aller, on va dire, dans ce champ délétère, létal, enfin tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai qu'elles viennent de milieux, on va dire, pas favorisés. Hein. Comme c'est présenté dans le film, on ne va pas dire que c'est des personnes extraordinairement instruites et éduquées, mais disons, on se dit à ce moment-là, parce que c'est vraiment, je recommande à tout le monde de voir cette série, c'est une série vraiment incroyable, mais on se dit à ce moment-là, parce qu'on anticipe un peu la suite, mais pas autant que ce qu'il y a, mais comment se fait-elle qu'elles-mêmes, indépendamment de leur éducation, indépendamment de leur circuit social, etc., elles entrent si facilement, j'ai envie de dire, si facilement dans le champ de ces criminels, mais honteux. Là, ça m'a quand même un peu surpris, disons, mais je ne sais pas si c'est ma naïveté ou bien pas, ça je ne comprends pas. Que répond la femme? Parce que vous allez pouvoir répondre mieux que n'importe quel homme. Oui, la question de comment et pourquoi on se fait avoir, est-ce qu'on aurait pu le voir, est-ce le savoir, l'éviter? Certainement, en fait, souvent. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'on tombe dans des griffes de gens qui, à un moment donné, oui, de la naïveté, je pense. Mais parce que c'est même un appât à travers des copines. Donc on a des copines de 14-16 ans qui disent « Ah tiens, on va chez tel et tel, etc. » Et on rentre dans ce champ-là, mais de manière... j'ai envie de dire, parce que grossièrement naïf, c'est peut-être faux, mais il y a quelque chose de ça qui se produit à ce moment-là, dans ce champ de l'adolescence, avec des criminels. Mais à l'âge adulte aussi. Oui, d'accord, mais bien sûr. Non, mais je pense à des copines. Il y avait un cas dans un bistrot à Martigny, il y avait un type, il fracassait ses copines. Les nouvelles copines, elles connaissaient toutes les autres. Et puis ça continue, ça continue. Alors lui, il se trouvait que c'était un dealer de drogue et puis qu'elle trouvait de la drogue là. Ces filles, elles trouvaient de l'argent. Mais est-ce qu'elles imaginaient qu'elles allaient se faire violer et embarquer dans des choses? Est-ce qu'elles le méritaient pour autant? Non. Et c'est ce qui est intéressant dans cette série, c'est quand on voit qu'enfin, surtout la série... la série sur Epstein, il y a un flic qui d'un coup, il ne les a pas considérés comme des putes. Et c'est là que ça a déclenché. Tout à fait, tout à fait. Ouais. On les a regardés comme elles se sont fait avoir par un escroc. Et il y a une scène aussi qui m'a captivé, j'appelle ça la scène de la piscine, où on a, je crois, un jardinier qui avait des filles, qui à un moment donné, ces filles sont arrivées dans l'âge, on va dire, d'intérêt pour ces hommes, pour ces prédateurs. Et puis, il y a quelqu'un qui le rend attentif à ça. Et tout d'un coup, il se rend compte que ces filles qu'il a accompagnées dans ces trucs, ça pourrait être les siennes, et c'est à ce moment-là qu'il quitte son emploi. C'est assez extraordinaire, parce que finalement, il prend conscience, là, pratiquement devant la caméra, en quelque sorte, d'une sorte d'horreur qu'il a été, ou à laquelle il a participé avant, en se disant non concerné. Et c'est parce que tout d'un coup, ses enfants, ses propres filles, étaient possiblement des proies, qu'il a adopté un comportement, on va dire, éthique ou moral. C'est tout à fait classique.
Si vous avez écouté un peu les témoignages par rapport à PPDA, c'est exactement. Je ne me rappelle pas de son nom, mais une écrivain là, elle avait été invitée par PPDA, elle reçu, enfin bref, agressée quoi. Et tous les gens autour d'elle dans la maison d'édition étaient au courant, et notamment pour dire deux noms inconnus, Beigbeder et Houellebecq qui en riaient. Ah, il a encore fait des siennes, pourtant elle aurait dû le savoir. On l'a envoyé comme ça, comme au bûcher en fait. Et il y a quelque chose dans notre société de sacrificiel finalement avec les femmes. Et dans les histoires qui touchent les familles, ça se voit beaucoup, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, c'est un déchet, quoi. Et on laisse courir les agresseurs impunément, et voilà. Pourquoi? Je pense que c'est toute l'histoire de l'humanité, malheureusement. C'est construit comme ça. On vient, en plus, la Renaissance a été une misogynie massacrante. Toutes des périodes qu'on encense et qu'on glorifie, mais en fait, c'était affreux pour les femmes. On les tuait. Et aujourd'hui, on est ici, pas en Iran, hein, mais ici, on ne nous tue plus, mais on peut encore nous agresser et justifier ça. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Le monde occidental par rapport à la femme d'Iran. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour dire aux lecteurs de l'Index qu'à l'Index, grâce à Hamid Enayat, on a suivi l'histoire d'Iran, la révolution d'Iran depuis 3 ans de manière très précise avec des articles. Allez voir ces articles, on a été pratiquement les premiers avant les grands journaux à annoncer la révolution des femmes iraniennes. Ce que je voulais dire, c'est incroyable le comportement qu'on peut avoir, nous, hommes occidentaux, par rapport à cette révolution, parce qu'on se dit c'est l'Iran, ces femmes elles sont courageuses, etc. Et quand on a dans notre champ professionnel, dans des petites entreprises, etc., des comportements de harcèlement, etc., eh bien alors là, on se retranche en disant oui, c'est pas grave, ah, il voulait plaisanter, etc., etc. Mais il faut dire à tout le monde que dans ce champ-là, c'est notre responsabilité, à nous ici, en Valais, etc. Donc je ne connais pas votre parcours, mais je dis qu'à titre personnel, depuis 2001, j'ai rencontré mon épouse actuelle. Là, j'ai un autre livre à recommander, c'est J'aurais préféré Baudelaire heureux, c'est sur le harcèlement sexuel, psychologique et moral sur le lieu du travail. C'est des bouquins qui datent nettement avant MeToo, comme vient de nous dire Christelle Magoroto. Il y a des gens qui ont voulu combattre ça à travers le système institutionnel. Et le système institutionnel, eh bien, il a des artifices procéduraux, des artifices techniques de droit matériel pour expliquer qu'il n'y a peut-être pas de causalité, que c'est pas très clair, etc., etc. Alors que dans d'autres domaines, on peut trancher de manière vraiment très claire en disant tel comportement, ça relève de telles normes légales, etc. Donc ça a été très très longtemps avant qu'on fasse entrer le harcèlement dans ce champ-là. Je rappelle aussi à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui tranquillement que par exemple le harcèlement n'est pas une norme pénale en droit suisse. On dit que ça passe par l'injure, ça passe par la diffamation, ça passe par la contrainte et la menace. C'est très très difficile à établir et à prouver. Et le législateur fédéral est là. Je regarde la femme qui est en face de moi et je dis, les gens ils ne le savent pas parce que tout le monde ne lit pas l'index, mais il y a 45 femmes députées fédérales, parlementaires fédérales, qui ont refusé la norme, peut-être parce qu'elle venait de Oscar Freisinger, mais c'était pour dire le harcèlement doit être punissable pénalement. Il y a 45 femmes qui disent non. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui se sont dit ah non, finalement, on n'a pas besoin de mettre le harcèlement dans le champ pénal? Ils ont de la chance de vivre autrement, parce que si elles étaient un tant soit peu concernées, ça les intéresserait, oui. Mais si je vous dis que c'est pour des protections économiques, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est tellement banal que tout d'un coup, si on laisse pénétrer ça dans le champ, il peut y avoir des conséquences économiques pour les employeurs. Et là, on a une sorte d'alliance objective gauche-droite et tout parti confondu. Il faudrait regarder les statistiques, mais enfin, à mon avis, toutes les personnes qui terminent à l'AI ou au social parce qu'ils ont vécu des choses-là, ça doit coûter très cher aussi. Oui, des milliards d'après certains qui sont penchés sur la question. Quels sont les livres qui vous ont marqué et que vous recommanderiez à ceux qui nous écoutent là? J'avais cette question, ces 3 livres.
Alors, pour rester dans le thème judiciaire, moi je conseillerais Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Un roman, c'est un roman extraordinaire. Ouais, c'est l'art de l'ellipse. Ouais. Voilà. Alors dites-nous un tout petit peu de qu'est-ce qui vous a marqué et puis... Déjà le style très moderne pour l'époque, on est complètement dans l'action et on ne s'embarrasse pas des détails. Voilà. Et puis justement, ne pas tout dire. Et qu'est-ce qu'on arrive à dire à travers le silence, etc. J'ai adoré cette puissance. Et sincèrement, je crois que j'ai jamais pu lire les dernières pages. J'étais trop avec lui. Alors nous recommandons tous deux ce livre fabuleux de Victor Hugo. Ensuite, j'ai pensé pour l'écriture cinématographique des images, j'ai pensé à un livre qui est sûrement assez anodin dans l'histoire, mais enfin c'est d'Alex Garland, La plage, dont ils avaient tiré le film avec Leonardo DiCaprio. La plage. Ouais, il part sur cette île comme ça. L'auteur Alex Garland. D'accord. Et c'est vraiment tout dans l'action, que des actions. Et puis ce qu'il y avait d'absolument novateur à l'époque, c'est le premier à avoir fait rentrer les jeux vidéo. Au moment où le personnage part en délire schizophrénique dans un jeu vidéo, c'est superbement écrit. C'est un livre récent ou... Non, c'est des années 90. D'accord, ok. Voilà. Et puis je voulais faire local en dernier. C'est un livre que j'ai trimballé avec moi pendant 10 ans tous les jours. C'est de Pierrette Michelou, qu'on oublie déjà malheureusement, qui était une écrivain d'ici et de Paris, enfin de Fribourg, pour bourlinguer, mais pas les ânes, qui écrivait beaucoup sur les fleurs, ce qui était très beau, mais enfin, elle a eu une écriture personnelle. À un moment, elle est née dans les années 30, c'était une femme homosexuelle, et là aussi, l'art d'ellipse, tout ce qu'elle dit sans dire, et qu'on peut deviner dans la beauté et la douleur. Ouais. Donc ça, c'est une auteure valaisanne. Oui, Pierrette Michelou, oui. D'accord. Je dois dire que est-ce qu'un livre comme celui-là, il aurait pu être reçu par une maison d'édition qui reçoit un certain nombre de manuscrits, à supposer qu'ils rentrent dans le comité de lecture, puisqu'on sait que c'est déjà très difficile d'atteindre ce niveau, mais est-ce qu'il aurait pu être édité? Oui. Vous pensez? Oui, j'en suis sûre. Mais c'est pas la voie que vous avez choisie? Non. Et le pourquoi? Ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait. Et moi, ce que j'aimais bien dans ce format de fable, parce que j'écris aussi des romans plus sérieux, en fait, le gore, c'est un hasard. Moi, j'y connais rien en réalité. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit que j'ai fait le truc le plus gore. Mais c'est faux. Je sais pas, je pense que quand j'ai lu ça, moi je connaissais rien du gore, et puis il y avait cette collection valaisanne où j'en ai lu 3 ou 4, Feulé, Fournier, je sais pas qui exactement, et donc j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait être le gore. Donc ça j'ai découvert après, je me suis dit mais ce livre-là, il y a plein dans cette, je l'aurais mis dans cette collection tranquillement. Je veux dire. Oui, ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait. D'accord. Puis moi ouais, j'avais envie une fois de faire de l'auto-édition pour voir, et c'est un bon produit dans le sens où c'est pas un travail sur lequel j'ai passé 3 ans, où j'ai l'impression que je risque de perdre toute ma vie s'il sort. Il y a quelque chose quand même vraiment de fictionnel qui fait que c'était sympa. Et puis au niveau du temps de l'écriture, c'est n'importe quand dans la journée ou c'est de manière générale? Par exemple, ce livre-là. Alors ce livre-là... Je l'ai préparé pendant 3 ans, j'y ai réfléchi pendant 3 ans parce que, comme je vous disais, l'histoire, ce qui me posait problème, moi, c'était la gratuité. Donc, il fallait trouver une bonne idée, quoi. Et après, j'ai écrit en 1 semaine. Donc, au niveau oui, parce que de nouveau, lorsqu'il y a une réelle intention derrière un bouquin, il y a toute une pensée, une réflexion. Il ne faut pas croire que c'est simplement l'écriture qui vient comme ça, parce que ceux qui ont l'habitude d'écrire, ils peuvent le faire tranquillement, c'est pas ça. Mais si on veut sortir vraiment un bouquin avec une intention qui marque, ici, peut-être, je veux juste terminer avec la lecture du dos, pour peut-être certains lecteurs... certains auditeurs se dirigeront pour acheter ce livre. Fable féministe apocalyptique, la fille du diable, Vade Rétro-Patriarchas, rend hommage au film de sorcières des années 90, à la culture pop et punk en général,
mais aussi à Aragon, Ferrat, Bie et de Beauvoir. Synopsis, une jeune femme du temps jadis, dans les montagnes, sèche la messe un jour férié pour se balader au bord d'un bis, où les légendes locales racontent que le diable organise des orgies. La fin du monde a commencé, à moins que ce soit celle d'un monde seulement le patriarcat. En relisant cette quatrième de couverture, il y a aussi un thème qu'on n'a peut-être pas abordé, qui est assez important, c'est celui de la religion et du sexe. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus, parce que c'est aussi très marqué, il y a des passages très marqués entre Oui, mais ça, je lis parce qu'effectivement, dans votre critique et d'autres, on a parlé de l'évêque et tout ça. Voilà. Et pour moi, c'est un monde parallèle. Moi, Jésus, le diable, c'est des personnages de fiction. Donc voilà. Donc vous êtes d'accord que la religion et le sexe dans votre livre apparaissent entre guillemets comme liés? Non, mais c'est plus que lié, la voilà. religion et le sexe quand même. Voilà. Ils nous ont surtout dit ce qu'il fallait pas voilà, faire. Voilà. mais oui, bien sûr que c'est lié. Et c'est surtout l'histoire d'un village de montagne, donc la religion elle est forcément prédominante, et le sexe, il est partout. Hein. Oui. Puis le péché, il est où? Il est où dans ce livre, le péché? Le péché. Il n'y a plus de péché, là. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, il n'est pas avec le diable et dans les orgies, vu qu'elles sont consenties. Le péché, il est quand il n'y a pas de consentement, tout simplement. Alors, Christelle, merci pour ce moment. Merci à vous.